Bonjour à tous et bienvenue pour cette première table ronde sur la thématique « Quelle place pour la culture dans la vie étudiante ?» Vous nous suivez sur la chaîne Twitch de l'Université de Lorraine et vous pouvez bien sûr commenter et y poser vos questions, mais également la suivre sur les ondes de Radio Campus Lorraine sur le 99.6 à Nancy et le 106.1 à Metz. Si les journées arts et culture dans l'enseignement supérieur proposent de nombreux événements qui donnent les arts de la culture à voir sous toutes leurs formes, même en ligne, c'est aussi l'occasion d'une mise en réflexion sur les pratiques culturelles dans la vie universitaire. L'Université de Lorraine organise donc une table ronde en ligne qui réunira quelques acteurs de la culture et de la vie universitaire pour s'interroger sur la place de la culture dans la vie étudiante. Cette rencontre est organisée en partenariat avec le Crous et les musées scientifiques de la métropole de Nancy. On accueille donc nos participants à cette table ronde. D'abord Marie-Christine Bordeaux, vice-présidente culture et culture scientifique de l'Université de Grenoble et coprésidente de l'association Art Université Culture. Bonjour. Avec nous également Claire Anthony, chargée de mission enseignement supérieur et métiers d'art de la DRAC Grand Est. Bonjour Claire Anthony. Bonjour à tous. Thomas Guedenet, responsable du service culturel du Crous Lorraine. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Et Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire et de la culture de l'Université de Lorraine. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Vous retrouverez également au cours de cette table ronde l'interview de Lucie Gutienne du Muséum Aquarium de Nancy et d'étudiants porteurs de l'initiative UL Got Talent et de témoignages d'étudiants. C'est le premier rendez-vous d'une série, sera l'occasion d'entendre les possibles, de prendre le temps de la réflexion et d'apporter un regard critique sur l'offre existence pour mieux l'adapter au public étudiant. Il est donc ouvert à tout porteur de projet culturel, qu'il soit étudiant, membre d'une association ou professionnel du secteur culturel. Vous pouvez bien sûr, on le rappelle, poser vos questions à nos intervenants via la plateforme Twitch. Mais pour commencer, je vous présente également Laurence Cantéry, vice-présidente du Conseil de la vie universitaire à l'Université de Lorraine, pour introduire ce temps d'échange. Bonjour. Bonjour Tom, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent donc, dans le cadre de ces JACES et sur la toute nouvelle chaîne Twitch de l'Université de Lorraine, une chaîne qui est dédiée à la vie étudiante. Merci aux intervenants, je ne vais pas les citer à nouveau, Tom vient de le faire, mais merci à vous pour votre disponibilité et d'avoir accepté cette invitation. Avant la crise, l'Université de Lorraine pouvait être considérée comme un acteur de la vie culturelle en Lorraine important et plus largement dans la région Grand Est, en organisant plus de 500 événements par an sous différentes formes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau en période de confinement et les activités culturelles et de vie étudiante sont mises à mal depuis le mois d'octobre. Et pourtant, nous savons que les services culturels et les associations étudiantes débordent d'imagination à l'aide d'outils dont j'ignorais moi-même l'existence il y a peu, afin de garder ce lien si précieux avec les étudiants et entre étudiants. Cette période de crise est tout de même propice à la réflexion. Culture, vie étudiante, ce sont deux mots qui vont bien ensemble et qui sont associés à l'Université de Lorraine en un seul service, la direction de la vie universitaire et de la culture. Comment associer les étudiants et leurs associations? Comment les impliquer dans la vie culturelle sur les campus? Comment les faire passer de spectateurs à acteurs? Et ainsi, comment accompagner les initiatives étudiantes sans faire à leur place? Comment faire vivre la culture sur des sites universitaires plus éloignés des métropoles? Et pour cela, comment travailler avec les acteurs locaux, régionaux, nationaux? Quel rôle pour les universités dans la vie culturelle de la cité? Autant de questions qui vont être débattues lors de cette table ronde, avec un début de réponse par la diversité des intervenants qui sont ici présents. Ces questions, qui sont très certainement partagées par les collègues d'autres établissements nombreux à être inscrits pour suivre cette table ronde, collègues auxquels je souhaite également la bienvenue et qui permettront, je n'en doute pas, d'élargir le débat au-delà de notre université. Alors installez-vous confortablement, bonne table ronde et merci à vous.
Merci Laurence Cantéry, vous êtes vice-présidente du Conseil de la vie universitaire à l'Université de Lorraine. On va partir sur cette première thématique qui est l'enseignement supérieur et la culture. Pourquoi la culture est-elle importante pour l'enseignement supérieur? Et pour répondre à cette première question, on va donner la parole à Marie-Christine Bordeaux, donc coprésidente de l'association Arts, Université et Culture. Pourquoi les établissements d'enseignement supérieur choisissent de s'investir sur le dossier de la culture? Alors déjà, il faut remarquer qu'ils le choisissent tous, c'est-à-dire que c'est un mouvement de fond qu'on va trouver dans tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Pour une raison très simple, hein, c'est que la culture, c'est une dimension naturelle de la vie étudiante. C'est-à-dire que si les établissements ne l'avaient pas installé, mis en place, les étudiants l'auraient réclamé. Donc il y a cette dimension très inscrite dans la vie étudiante du temps des études supérieures qui ouvrent sur la culture, qui sont aussi des temps d'ouverture et de découverte de pratiques culturelles. C'est aussi parce que les établissements d'enseignement supérieur transmettent la culture. Ça fait partie de leur vocation, c'est inscrit dans leur gène, au moins depuis la loi Abi, mais on ne parle pas toujours de la même culture au fil de l'évolution des universités. Entre la culture académique, savante et disons-le bourgeoise, que Bourdieu étudie lorsqu'il examine les pratiques culturelles des étudiants avec son collègue Jean-Claude Passeron, à la culture aujourd'hui telle qu'elle se pratique dans les universités, il y a une très grande différence. Il ne s'agit pas d'une culture prescrite, d'une culture transmise, mais d'une culture qui est co-construite et qui est vécue. Et puis les universités, par le biais notamment de leur regroupement, forment des territoires qui sont des vrais territoires d'action culturelle. Une université regroupée aujourd'hui, c'est au bas mot 50 000 étudiants, c'est-à-dire la taille d'une ville moyenne. Et donc, on s'attend aujourd'hui à trouver dans les campus le même taux d'équipement, de services que l'on peut trouver dans une ville. Et ce qui est recherché aussi à travers ça, c'est une sorte de complément en mode éducation non formelle à l'enseignement qui est donné à l'université et notamment la capacité qu'ont les projets culturels de permettre aux étudiants d'exercer un certain nombre de compétences et de les affûter, ce qu'on appelle en gros les compétences psychosociales, c'est-à-dire savoir prendre des risques, être créatif, savoir créer et entretenir des réseaux, avoir une pensée, on dirait aujourd'hui, disruptive, mais en tout cas une pensée qui permet de créer des choses qui n'existaient pas déjà avant. Et tout cet ensemble permet de comprendre pourquoi les établissements d'enseignement supérieur investissent dans la culture et sont au service des besoins culturels des étudiants. Est-ce qu'ils doivent investir de façon homogène? Est-ce que tout le monde est à égalité? Quel rôle joue AUC dans le dialogue entre les établissements, dans l'offre culturelle qui est proposée dans chaque université? Alors, le rôle d'AUC, qui est une association déjà ancienne, puisqu'elle a été créée en 1990, et elle regroupe aujourd'hui 64 établissements qui sont adhérents, sans compter évidemment les établissements qui profitent de la dynamique AUC. Donc, le but de l'association, c'est déjà de permettre les échanges entre les universités, parce qu'il y a une situation qui pourrait vite être une situation d'isolement. Chaque université est vraiment unique par sa taille, par sa dimension disciplinaire et pluridisciplinaire, par les alliances territoriales aussi qu'elle a menées. Et donc, il y a besoin de créer une culture commune des personnels de l'enseignement supérieur qui œuvrent pour l'action culturelle universitaire. Donc, il y a déjà cette culture commune. Et puis, il y a aussi tous les outils d'aide à la décision, outils d'aide à la gestion de l'action culturelle, étant donné que la culture dans les universités, elle n'est pas essentiellement faite pour les étudiants, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas exclusivement des publics de cette offre culturelle. La logique de l'offre culturelle est assez peu présente en fait dans les universités, mais c'est plutôt une logique de service, de soutien, et en particulier à toutes les initiatives, alors des étudiants, mais aussi plus largement des membres de la communauté universitaire. Donc AUC orchestre cela et organise aussi le dialogue avec les différents partenaires publics. Comment on sait quels sont les besoins des étudiants en termes d'offres culturelles?
Je crois que vous avez fait une enquête sociologique en 2012 à l'Université de Grenoble. Qu'est-ce qui en ressort? Oui, on avait organisé un colloque sur l'action culturelle universitaire dans le cadre de Grenoble parce qu'on se préparait à des regroupements importants et on voulait avoir un état de l'existant. Donc, on a fait travailler une équipe de sociologues et ainsi que l'Observatoire de la vie étudiante pour comprendre le rapport à la culture et à leur propre culture qu'ont les étudiants aujourd'hui. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a, alors j'ose pas dire 4 types, parce que derrière les types, on met des individus, mais il y a 4 logiques, il y a 4 grandes logiques étudiantes. Tout d'abord, ce que l'on voit en premier, les étudiants qu'on voit en premier, c'est-à-dire qui viennent à l'université dans une optique professionnelle, ils ont l'intention de travailler dans la culture et donc ils vont être extrêmement présents et demandeurs par rapport à cette institution universitaire pour multiplier les expériences concrètes. Derrière cette catégorie de ce que les sociologues ont appelé les professionnels, il y a les arpenteurs. Alors ceux-là n'ont pas pour projet de travailler dans la culture, donc finalement leur motivation est moins instrumentale, on pourrait dire, mais ce sont des profils d'étudiants qui essayent de profiter à fond de toutes les opportunités que leur offrent les campus. Et parmi ces opportunités, alors elles sont très nombreuses, hein, mais parmi ces opportunités, la culture figure comme une opportunité vraiment intéressante. Ils sont assidus et ils sont beaucoup dans un esprit de découverte, plus que dans un esprit du faire. Et puis, la troisième grande logique étudiante que l'on voit, c'est ce qu'on appelle les flâneurs, c'est-à-dire ceux pour qui la culture est, on va dire, une cible secondaire par rapport à la cible principale qui est la sociabilité, hein, le vivre étudiant, mener sa vie d'étudiant. Et c'est un leitmotiv hein, qu'on peut avoir, c'est-à-dire de bien dire qu'en fait, il n'y a pas un désir de culture ou un besoin de culture qui serait pur et dont le seul objet serait la culture. En fait, c'est toujours mêlé à autre chose, à la sociabilité, à la fête, au fait d'utiliser son temps à la fois en se distrayant, mais avec l'arrière-pensée que la culture, c'est plutôt bon et que donc il y a une certaine utilité hein, dans les pratiques culturelles. Et puis, on s'est surtout intéressé à la dernière catégorie hein, de logique étudiante qu'on appelle les discrets. Et les discrets, c'est ceux que l'on ne voit pas. Et ils sont nombreux. Parce qu'avec la massification de l'enseignement supérieur, eh bien, on a finalement importé dans l'université, non pas toute la société et toutes les stratifications sociales, mais tout de même une bonne partie des stratifications sociales. Donc, ce sont beaucoup les étudiants de première année, ce sont des étudiants de certaines filières que l'on connaît, hein, des filières où il y a énormément d'inscriptions et pas toujours dans un esprit de projection par rapport à des métiers. Et aussi, alors qu'on ciblait beaucoup les étudiants boursiers comme nos étudiants prioritaires, on a découvert en fait une catégorie d'étudiants dont on ne sait pas encore aujourd'hui très bien s'occuper, ce qu'on appelle les étudiants pendulaires. Et cela, leur problème par rapport à la culture, il n'est pas que par rapport à la culture, il est par rapport à la vie étudiante et la vie universitaire en général. Ce sont les étudiants dont la présence dans les campus est extrêmement, pas seulement discrète, mais elle est extrêmement limitée dans le temps. Ils passent autant de temps dans les transports que finalement dans les campus. Donc ça nous a aidés à définir d'autres cibles prioritaires que celles qui étaient les nôtres et qui étaient définies par les critères sociaux hein, d'attribution des bourses. Merci pour cette réponse. On va passer du côté de la DRAC, Direction régionale de l'action culturelle, si je ne dis pas de bêtises. Claire Anthony, chargée de mission enseignement supérieur et métiers d'art de la DRAC Grand Est. Pourquoi et comment la DRAC soutient-elle les universités et Crous autour de cette action culturelle? Alors avant peut-être de répondre à la question, j'aimerais peut-être préciser DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Donc c'est un service déconcentré du ministère de la Culture. Ça veut dire qu'il existe une DRAC dans chaque région qui a pour mission de décliner au niveau régional les objectifs nationaux du ministère. Alors en fait, je dirais le principe fondamental du ministère de la Culture, c'est que la culture se doit d'être accessible à tous, c'est-à-dire à tous les publics,
dont les étudiants. Donc la collaboration avec l'enseignement supérieur date de nombreuses années et a été formalisée en 2013 avec une convention cadre université lieu de culture qui avait été signée par le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la conférence des présidents d'université pour reconnaître qu'une université, donc un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est un lieu de production, de création et de diffusion artistique et culturelle. Alors ce principe, en fait, il est d'autant plus d'actualité puisque sous le gouvernement Macron, une des priorités, c'est ce qu'on appelle le 100% EAC, éducation artistique et culturelle, qui est en fait une éducation à l'art, une éducation par l'art, pour tous les publics, mais avec une priorité pour les jeunes, donc de la maternelle à l'université. Donc on voit bien que l'université a en fait un enjeu important dans la priorité gouvernementale d'aujourd'hui. Alors pourquoi l'éducation artistique et culturelle? C'est parce qu'on est convaincu que ça participe à la formation et à l'émancipation de la personne et du citoyen à travers donc le développement de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique. Du coup, cette collaboration en fait entre le ministère de la Culture et l'enseignement supérieur est tout à fait d'actualité et on souhaite en fait le développer dans chacune des universités du Grand Est. Avec un projet de convention entre DRAC et établissement d'enseignement supérieur, quels en sont les enjeux? Alors, c'est un projet justement de co-construire en fait une convention régionale. On a depuis de nombreuses années, voire décennies, développé des conventions bilatérales avec les universités, avec certaines universités du Grand Est. On aimerait, depuis la réforme territoriale, développer une convention régionale avec cet esprit un peu régional et d'équité entre chaque université pour soutenir le développement d'actions culturelle sur les campus. Donc offrir à tous les étudiants un accès plus large à la culture et puis justement poursuivre en fait ce projet d'éducation artistique et culturelle qui a commencé à l'école jusqu'à l'université. Merci pour votre réponse. Thomas Guédenet, responsable du service culturel du Crous Lorraine. En quelques mots, pourquoi la culture est importante pour le Crous? La culture est importante pour le Crous, effectivement. Tout d'abord parce que c'est un des services de vie étudiante qui a été inscrit dans les missions du Crous il y a plusieurs années maintenant, bien longtemps. Ça fait partie de l'action du réseau des Crous de soutenir les initiatives et les projets étudiants, notamment dans le domaine de la culture. Les Crous s'adressant à tous les étudiants et s'adressant à eux en priorité sur des moments de vie à la sortie plutôt de leur parcours pédagogique. Donc le Crous va proposer des actions de programmation à destination des étudiants, va proposer des dispositifs de soutien comme les concours de création étudiante, on aura l'occasion de revenir dessus. Le Crous va encourager les mouvements associatifs étudiants avec le dispositif Culture Action qui soutient financièrement. Pour nous, pour les Crous, ce sont vraiment des dispositifs importants pour permettre l'échange, pour permettre l'expression des étudiants, pour permettre aussi une vie culturelle riche et une vie sociale aussi enrichie par la culture. Lorsqu'un étudiant arrive sur un campus, arrive dans nos résidences universitaires, arrive globalement dans ce qu'on appelle la vie de campus. Et on va y revenir tout au long de cette table ronde. Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire et de la culture à l'Université de Lorraine. Comment l'offre culturelle peut s'inscrire dans un parcours universitaire? Alors concrètement, l'offre culturelle, elle doit s'inscrire dans un parcours universitaire. Et quand je dis parcours, ce n'est pas uniquement des filières de formation, c'est la période complète des études, pour plein de bonnes raisons. On sait que c'est un moment particulier dans la vie d'une personne qui devient autonome, qui change de mode de vie, qui a d'autres priorités, d'autres préoccupations. Il y a des questions économiques aussi et une pratique culturelle qui, avant les études, n'est évidemment pas la même selon les individus. Donc, arrivant à l'université, arrivant dans le domaine supérieur, c'est vraiment important d'avoir la possibilité, au-delà des formations, d'avoir des moments de découverte, d'avoir des lieux, d'avoir des pratiques possibles
d'avoir un partage des connaissances sous différentes formes et essentiellement par des moments de rencontre et de dialogue, rencontre avec des chercheurs, avec des artistes, avec toute une communauté qui va permettre de s'ouvrir un petit peu l'esprit d'une certaine manière. Alors c'est important, je rebondis sur ce qu'a dit Marie-Christine Bordeaux tout à l'heure, de tenir compte aussi de la culture avec laquelle viennent les étudiants à l'université. On n'est pas là pour imposer des choses, on est vraiment là pour proposer et pour écouter. Donc il y a aussi une vigilance à avoir pour ne pas enfermer les étudiants dans une offre culturelle qu'on considérait, nous, en tant qu'institution, comme légitime. Donc je pense que c'est un point sur lequel on pourra éventuellement revenir, mais qui est aussi un point de vigilance. Et justement, on va en parler de cette offre culturelle qui est proposée, qu'elle soit sur les campus, en distanciel, en site délocalisé ou avec des partenariats avec d'autres interlocuteurs plus spécialisés dans la culture. On va commencer d'ailleurs sur la culture qui est proposée sur les campus, notamment avec le Crous. Vous proposez des ateliers, des artistes en résidence. Vous avez aussi des salles de concert ou des salles de cinéma. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot sur l'offre culturelle qui est présente au sein du Crous Lorraine, Thomas Guédenet? Oui, bien sûr. Alors effectivement, l'offre culturelle s'articule sur différents volets et à différentes destinations. Tout d'abord, on propose dans les résidences universitaires des ateliers appelés créativité. Pour en citer quelques-uns, on a un club photo qui fonctionne sur un principe semestriel, comme l'ensemble des ateliers. On a des ateliers d'art plastique animés par des artistes professionnels, des ateliers bande dessinée, d'initiation à la radio aussi. On a des cours de danse, on a des cours de théâtre, d'impro, voilà ce type d'activité. Alors je précise que ces activités sont proposées en résidence en temps normal, en présentiel, bien sûr. Hein, avant mars 2020, voilà, on avait pu déployer comme ça un principe de programmation qui se répartit sur l'ensemble de nos résidences. On essaie bien évidemment d'être présent sur l'ensemble des structures dont on dispose sur le parc de l'Académie. Depuis le premier confinement, on a pu petit à petit développer des solutions alternatives à distance. Alors ça ne remplace pas le présentiel, mais on a pu quand même à 80%, je dirais à peu près, transformer les pratiques d'accompagnement, en tout cas l'accompagnement des pratiques, via des dispositifs à distance. On a aussi des partenariats, ce qui est important pour nous pour accompagner les étudiants. On travaille notamment avec le Théâtre universitaire de Nancy depuis de nombreuses années, le Centre culturel André Malraux aussi, qui est un lieu de création et de diffusion bien connu sur l'agglomération nancéenne. On développe des dispositifs avec ses partenaires, notamment des dispositifs de résidence d'auteurs ou d'artistes. Par exemple, depuis 5 ans maintenant, nous avons une résidence d'auteurs en partenariat avec le Livre sur la Place, c'est-à-dire qu'un écrivain ou une auteure vient passer 2 mois en résidence universitaire et mène des ateliers d'écriture auprès des étudiants durant ces 2 mois. On a pu aussi, par exemple, mener des ateliers photo avec le Festival Passage à Metz ou encore un projet d'exposition qui a pu se monter avec des étudiants de l'ENSAD. Enfin, vous avez parlé de nos lieux. Effectivement, on a des lieux dédiés à l'expression et aux pratiques et à la diffusion d'actions culturelles. Alors, à savoir un ciné-club, une salle de cinéma sur la résidence de Sorupt à Nancy, qui dispose de 150 places environ. On a une salle de concert, le Hublot, salle assez historique sur Nancy, qui est une salle de 300 places, plutôt tournée rock, hein, musique plutôt actuelle. Et puis on a aussi depuis 3 ans maintenant une petite salle polyvalente sur le campus Artem à Nancy, dans laquelle on propose effectivement également des concerts et des spectacles. Alors, ce sont des concerts et des spectacles proposés aux étudiants en tant que spectateurs, mais bien souvent aussi ces espaces sont mis à disposition des étudiants pour monter sur scène et être eux-mêmes artistes et intégrer notre programmation, mais on permet aussi aux étudiants et notamment aux associations étudiantes de disposer de ces lieux à travers des conventions, des tarifs spécifiques pour qu'ils puissent eux y inscrire leur programmation. Ça, Alors, on va revenir sur le soutien aux initiatives qui seraient portées par les étudiants dans une partie suivante. tout à fait, oui. Et juste pour finir, au-delà de ces lieux qui sont quand même très concentrés sur Nancy, on crée des partenariats avec des structures aussi pour pouvoir développer sur d'autres lieux. Je citerai par exemple le Club, un cinéma de centre-ville à Metz, dans lequel on a normalement une programmation mensuelle de ciné-culte gratuite aux étudiants. Du côté de l'Université de Lorraine, l'offre est également très riche. Théâtre, espace BMK, Galerie 015. Quelle offre vous proposez justement
sur les campus au sein de l'université? Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire et de la culture à l'Université de Lorraine. Alors on a quelques lieux dédiés, en effet, sur les campus qui ont leur importance parce que c'est des lieux qui sont des lieux totems, qui sont des lieux de référence, qui portent évidemment notre politique culturelle et qui la posent entre quatre murs. Donc c'est important d'avoir des lieux identifiés et en effet, plusieurs campus en sont équipés. Donc je vais donner quelques exemples sans en faire une liste exhaustive parce qu'elle serait très longue et elle n'aurait pas grand intérêt. Juste un exemple concernant le théâtre, hein, vous l'avez cité, l'espace Bernard-Marie Coltès, qui est une scène conventionnée, qui est sur le campus du Solcy à Metz, qui est accessible à tous les publics. Hein. Il y a aussi évidemment du public extérieur qui fréquente ces lieux, qui est dédié aux écritures contemporaines. C'est un théâtre qui est dirigé par Lifou Messica, donc qui contribue à la création artistique, évidemment, en accompagnant les compagnies locales, mais aussi les étudiants qui sont dans les filières artistiques sur le campus. L'idée, c'est d'y accueillir des étudiants, mais aussi des publics scolaires, hein, des collégiens, des lycéens. C'est un lieu de brassage, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu dans lequel on découvre et aussi un lieu dans lequel on s'exprime. Alors, il y a d'autres lieux à vocation artistique. Vous avez cité la Galerie 0.15, qui est un espace de diffusion qui est aussi en lien avec le volet pédagogique, puisqu'il y a des filières, hein, licence art plastique, master art de l'exposition, scénographie, médiation culturelle, qui s'emparent de ce type de lieu pour évidemment s'inscrire dans une perspective pédagogique en s'adossant à l'offre de formation dans le domaine culturel, mais c'est aussi des lieux qui sont ouverts aux étudiants de manière générale et au grand public. C'est le cas également à l'INSPE à Maxéville qui dispose d'une galerie d'exposition qui s'appelle le Préau. Alors, les lieux qui disposent spécifiquement d'espaces dédiés à l'action culturelle sont évidemment nombreux. On peut aussi citer les maisons de l'étudiant. Et évidemment, on n'oubliera pas les bibliothèques universitaires qui ont leur rôle à jouer aussi dans cette diffusion, puisqu'elles sont présentes quasiment sur tous les campus. C'est aussi des lieux d'exposition, des lieux de résidence d'artistes et de résidence d'auteurs. Donc tout ça, c'est extrêmement important d'avoir comme ça sur les campus la possibilité d'offrir à n'importe quel public, puisque tout ça est ouvert plus largement que pour les étudiants, mais évidemment aussi à tous les étudiants de toutes les filières, la possibilité d'accéder à des pratiques culturelles avec un accès qui est en quelque sorte démocratisé, en faisant des campus des espaces de création et de diffusion. Alors, si cette offre elle est diversifiée, j'insiste quand même sur un point, il faut quand même relativiser. On l'a dit tout à l'heure, l'université est un lieu extrêmement large, extrêmement hétérogène. Il y a aussi beaucoup de campus sur lesquels il n'y a pas de lieu dédié à la culture, et sur certains sites, il n'y a pas ou très peu d'événements culturels. Donc notre travail, il est aussi là, c'est densifier l'offre, la démultiplier, la rendre plus visible, et avec les étudiants. Car le but, c'est évidemment aussi de les associer à la construction de cette programmation culturelle dans l'université. On va sortir un peu du périmètre de la Lorraine et repartir du côté de AUC et de l'Université de Grenoble. Je crois que vous aviez 2 initiatives que vous souhaitiez nous présenter. Vous allez pouvoir les suivre en vidéo sur Twitch et ils ne seront visionnables que sur Twitch. Pour les auditeurs de Radio Campus Lorraine, on vous laissera profiter d'une petite respiration musicale, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Vous pourriez également poser vos questions. Marie-Christine Bordeaux, 2 initiatives, Nocturne étudiante et un drive-in. Vous voulez nous présenter ces 2 vidéos? Oui, je les ai choisies pour 2 raisons, parce qu'elles illustrent bien en fait les potentialités culturelles des universités en général, et aussi les questions de méthode, c'est-à-dire comment on fait pour que les étudiants participent vraiment à cette vie culturelle et qu'elle ne soit pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, dans une logique de l'offre. Donc la première vidéo, la nocturne des étudiants au musée de Grenoble, ce n'est pas la seule nocturne en France. Elle a cela de particulier que pendant une soirée et une partie de la nuit, les étudiants vont réaliser des performances artistiques à l'intérieur d'un très grand et très beau musée, le musée de Grenoble, qui est un musée d'art, et que ça sera une soirée réservée aux étudiants. C'est-à-dire que les étudiants vont venir voir d'autres étudiants dans des performances artistiques réalisées à propos des œuvres.
Et le succès est tel que nous ne sommes pas débordés, on arrive à gérer, mais on a failli être complètement débordés par la demande. Et ce sont des soirées où on accueille couramment 2000 à 3000 étudiants au musée. Et c'est une belle manière de dire que non, ce n'est pas une fatalité. Les étudiants peuvent aller au musée à certaines conditions. Et à condition peut-être qu'on les laisse s'y exprimer. Et puis la deuxième vidéo, ce sera plus court à présenter, c'est l'idée que la diversité culturelle, c'est l'ouverture à toutes les cultures savantes, populaires et aussi les cultures de génération. Et donc, ce drive-in, in the crazy night of madness, eh bien, c'est une troupe qui au départ est une troupe étudiante et qui maintenant est une troupe professionnelle, et qui organise un de ces événements qui est vraiment dans des esthétiques, qui sont vraiment les esthétiques de la jeunesse. On adore se faire peur, aller voir des films d'horreur, etc. Et bien là, en fait, c'est un drive-in où va se passer des choses épouvantables. Et c'est typiquement le genre d'offre que nous ne pourrions pas concevoir, nous. Et on a absolument besoin des étudiants pour concevoir ces offres qui sont une des manifestations de leur culture. Eh bien, on va vous laisser suivre ces 2 vidéos que vous pouvez regarder sur la chaîne Twitch de l'Université de Lorraine. Il est 14h30, il nous reste 1 heure de table ronde ensemble avec cette question. Pourquoi la culture est-elle importante pour l'enseignement supérieur et comment faire venir des étudiants sur ces événements. On regarde ces 2 vidéos et on en parle juste après. I know a girl, buddy. What girl now? She's got a girl with that glow, like a shiny diamond. Yeah, I know. And every time she cross the street, okay, her light will blow your fucking mind. Oh no, be serious, man. Yeah.
sur cette table ronde. Quelle place pour la culture dans la vie étudiante? Nous sommes toujours avec Marie-Christine Bordeaux, vice-présidente culture et culture scientifique à l'Université de Grenoble et coprésidente de l'association Art, Université, Culture. Claire Anthony, chargée de mission, enseignement supérieur et métiers d'art à la DRAC Grand Est. Thomas Guédenet, responsable du service culturel du Crous Lorraine, et Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire de la culture de l'Université de Lorraine. Vous nous suivez à la fois sur Radio Campus Lorraine, sur les ondes du 99.6 à Nancy et du 106.1 à Metz, mais également sur la chaîne Twitch de l'université, sur lesquelles vous pouvez poser des questions comme Laga Lyotta. Bonjour, comment peut-on avoir accès à l'étude menée en 2012 par l'Université de Grenoble et qui concerne le rapport à la culture qu'ont les étudiants et qui a permis de déterminer 4 catégories types d'étudiants? Merci par avance. Marie-Christine Bordeaux, peut-être une réponse? Est-ce que vous pouvez juste reformuler la question, s'il vous plaît? Comment peut-on avoir accès aux résultats de l'étude menée en 2012 à l'Université de Grenoble? D'accord. Alors en fait, on a pu la publier à l'intérieur d'ailleurs des actes du colloque sur la culture à l'université, en partenariat avec l'Observatoire des politiques culturelles. Donc c'est un numéro spécial de l'Observatoire qui s'intitule La politique culturelle universitaire en question, question étant au pluriel, et ça a été publié en 2014. Merci pour cette réponse. On va revenir du côté de Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire et de la culture à l'Université de Lorraine. La culture à l'université, c'est aussi un vivier étudiant et d'associations étudiantes. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est important de le souligner. C'est vrai qu'il y a les offres portées par les institutions. On essaie d'impulser et de programmer des choses, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont portées par les étudiants et souvent regroupées sous forme d'associations. Donc là, il y a une multitude d'exemples qu'on peut donner. Je voudrais en donner un dans le domaine de la culture scientifique et technique qu'on n'a pas beaucoup abordé pour le moment, avec notamment une association de la faculté des sciences qui organise des cafés rencontres, des cafés débats autour de sujets avec des chercheurs, donc des rencontres qui régulièrement réunissent jusqu'à plusieurs dizaines d'étudiants. C'est classique dans le format, il n'y a rien de nouveau, mais c'est vraiment porté par les étudiants sur les campus. Ça leur donne aussi l'opportunité d'avoir une relation un petit peu différente avec leurs enseignants-chercheurs, et c'est à eux de construire le sujet, de préparer les interventions, de les animer. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à soutenir. Et un autre exemple, c'est au niveau de l'île du Saulcy à Metz, un festival qui s'appelle le Saulcy Blaster, qui depuis presque une dizaine d'éditions maintenant, l'association organise des concerts sur le campus et dans différents lieux de la ville. Donc là aussi, le lien avec le reste de la ville en dehors des campus est extrêmement important. Il y a évidemment un tissu qui se crée entre l'association et les différents lieux partenaires. Donc là aussi, une initiative qui n'est qu'un exemple parmi des dizaines qui est soutenue par l'université. Et on va en donner un autre, puisqu'il fallait leur donner la parole aussi au cours de cette table ronde. Ce sont les étudiants qui s'investissent sur des projets culturels. Une initiative qui a lieu cette semaine, notamment. On a sélectionné à Radio Campus Lorraine UL Got Talent, qui est un événement qui aura lieu le 10 avril prochain. Ils sont étudiants en information communication, option communication des organisations. Ils lancent le projet UL Got Talent et au micro de Simon Dangien, ils nous expliquent pourquoi ils se sont lancés sur ce projet. C'est un projet qu'on doit réaliser dans le cadre de nos études. En fait, c'est un projet scolaire et on avait pour but de faire un projet qui allait toucher presque tous les étudiants, en fait, qui allait impliquer un peu tout le monde. Et on voulait aussi s'amuser un tout petit peu, avoir du fun. Du coup, on a choisi de mettre en valeur les étudiants artistes de manière à vraiment créer un cadre dans lequel ils pourraient exprimer leur talent et dans lequel nous aussi, on pourrait se retrouver et être à l'aise, du coup. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce projet, enfin, qui l'avez imaginé, ou c'est un projet, par exemple, annuel qui se répète chaque année? Non, c'est vraiment nous qui avons choisi de faire ce projet-là. Vous êtes vous-même proche d'une discipline artistique. Tu m'as parlé parce que vous voulez avoir un petit peu de fun, vous avez fait ce projet, mais pourquoi en rapport avec l'art? Pas particulièrement, on n'est pas des artistes, mais on aime bien. Ok. On aime bien ce milieu-là et on s'est dit qu'il y avait de la matière
Et vu le contexte actuel sanitaire, on s'est dit que ça serait bien pour tout le monde un petit moment de détente comme ça. Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? C'est sûr. Voilà. Comment vous avez fait pour rebondir et justement pour proposer quelque chose comme votre projet comme ça dans cette période? Notre prof nous avait demandé de choisir une alternative parce que c'est un événement qui normalement devait se passer à la MDE. Avec l'accord de la MDE, mais vu le contexte, on avait prévu un plan B. Du coup, et vu qu'on fait, mon projet professionnel personnel, ça serait de faire du marketing digital. Ouais. Du coup, on a décidé de se tourner vers les réseaux sociaux, de créer un événement qui pourrait être suivi en ligne. Donc il va se passer en direct, vous allez lancer un direct à partir de votre page, si je comprends bien? C'est bien ça, oui. Et le projet, en fait, il se passe en 2 parties. C'est-à-dire qu'on va, en amont, faire des publications sur nos différents réseaux pour présenter les artistes. Et notamment, pendant le live, ça sera vraiment des arts vivants. La danse, le chant, le slam. Et pour les arts comme la photographie et le dessin, ça sera des publications sur nos réseaux. Vous m'avez parlé de vos envies, donc un peu de vous amuser quand même en alliant un petit peu l'utile et l'agréable. Est-ce que aussi, peut-être, votre idée, c'est de montrer aussi l'importance de l'art et de la culture en général dans cette période qui est quand même difficile pour la culture, en fait? Le but de ce projet-là, c'est de permettre à ces personnes-là qui sont vraiment qui sont timides, à ces personnes-là qui ne veulent pas montrer ce qu'ils savent faire, alors que vraiment il n'y a pas de raison de garder ce qu'on sait faire pour soi. Et en ces moments difficiles aussi, c'est difficile parce que pour les artistes, il n'y a plus de prestations, il n'y a plus vraiment d'occasion de montrer ce qu'ils savent faire. Du coup, c'est un petit soutien à ces artistes-là. Un événement qui aura lieu le 10 avril et qui sera suivable en ligne via les comptes Instagram et Facebook UL Got Talent. On va parler aussi des sites délocalisés. Il y en a beaucoup du côté de l'Université de Lorraine, Thionville, Yutz, Saint-Dié, etc. etc. Qu'est-ce qui est proposé pour les étudiants qui sont sur ces sites justement délocalisés pour leur offrir la même ou sinon une offre culturelle? Nicolas Beck? Alors l'offre n'est pas la même par définition, puisque dans ces villes moyennes, évidemment, il y a moins d'offres locales, il y a moins de musées, il y a moins de festivals, mais il y a quand même des choses, et c'est intéressant justement de tisser des liens avec les partenaires. Donc là, le travail qu'on veut faire pour développer l'offre, c'est d'être présent localement, mais un travail vraiment en finesse qui doit se construire avec autant de particularités, enfin autant de cas particuliers que de sites universitaires. Je vous donne un exemple. À Lunéville, on a un théâtre, une scène conventionnée qui travaille notamment autour de la thématique art et sciences, un théâtre qui s'appelle La Méridienne, et un travail qui est né avec les étudiants de l'IUT, qui est un IUT dans le domaine métrologie, contrôle qualité, donc rien à voir, on n'est pas du tout dans une filière artistique, et ils ont tout au long de l'année travaillé avec un comédien sur les années universitaires précédentes pour présenter et restituer durant des journées théâtre et sciences sur la scène de La Méridienne. Donc il y a vraiment un travail qui se fait localement et pas du tout de manière descendante. On ne peut pas dire, tiens, on va démultiplier sur autant de sites un concert qu'on aurait programmé. Enfin, c'est jamais si simple que ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit se construire avec les partenaires locaux et en venant vraiment des acteurs de terrain. Thomas Godenet, du côté du Crous, vous aussi, vous menez des actions à destination de sites délocalisés. On pense aussi avec un partenariat avec le Nest également à Thionville. Oui, tout à fait. Effectivement, sur les sites délocalisés, on ne dispose pas des mêmes équipements, des mêmes ressources que nous pouvons avoir sur Nancy MS, par exemple. Donc, on essaye de travailler avec les partenaires locaux. On essaye de renforcer aussi ce qui est identifié comme frein aux offres déjà existantes. Donc, sur Thionville, on a mis en place avec le Nest Théâtre une gratuité sur une navette. Alors, une navette qui part de Metz à l'origine, mais qui passe aussi à l'entrée de Thionville sur le campus de Yutz, et qui permet aux étudiants d'accéder au Centre dramatique national qui est le Nest à Thionville, qui ensuite le Nest va compléter avec des offres spécifiques pour ses étudiants. On essaye aussi de renforcer le tissu étudiant, notamment le tissu associatif, qui peut exister sur ces sites délocalisés. Je pense notamment à Épinal. On a pu travailler récemment au soutien d'un projet d'étudiants en art avec la Souris Verte, la SMAC locale, pour développer une soirée dédiée à tous les étudiants qui se déroulaient à la Souris Verte.
Claire Anthony, chargée de mission enseignement supérieur et métier d'art à la DRAC Grand Est. Est-ce que la DRAC joue un rôle dans le lien que peut exister entre des acteurs culturels comme des musées, des festivals et universités et crous à destination d'étudiants? Oui, tout à l'heure, je vous expliquais le lien entre ministère de la Culture, éducation artistique et culturelle et les étudiants. Et en fait, fondamentalement, on pourrait soutenir les actions qui en fait répondent à trois principes, c'est-à-dire soit l'acquisition de nouvelles connaissances, la pratique artistique ou alors la rencontre, c'est-à-dire la rencontre avec des lieux culturels, la rencontre avec des œuvres d'art ou la rencontre avec les artistes eux-mêmes. Donc en théorie, on pourrait soutenir toutes les actions qui seraient en faveur de ces trois principes. Alors, à titre d'exemple, même si on n'a pas de convention bilatérale avec l'Université de Lorraine, on soutient d'ores et déjà des actions annuellement. Je pourrais citer l'INSPE Lorraine, où nous soutenons les actions culturelles dans le cadre de la formation. Je pourrais citer la galerie 0.15 parce que voilà, la diffusion et la valorisation de la création artistique universitaire nous est chère. Je pourrais citer le projet éducation artistique du théâtre université de Nancy, la résidence d'écrivains du CREM, ou encore, bien sûr, la programmation et les actions éducation artistique et culturelle de BMK. Et j'aimerais souligner particulièrement la qualité de la programmation et du travail fait par l'équipe BMK. Donc voilà, nous sommes déjà présents. Bien sûr, on pourrait faire plus et c'est tout l'enjeu en fait de nos échanges. On pourrait imaginer des unités d'enseignement pour tous les étudiants, des ateliers artistiques et culturels sur tous les campus, des résidences d'artistes ou encore de la présence d'œuvres d'art sur les campus. Tout ça, c'est à co-construire. Mais bien évidemment, je dirais, on est favorable tant pour apporter notre expertise qu'éventuellement un soutien financier. Merci pour votre réponse. On va aller à la découverte aussi d'un acteur culturel parmi d'autres. C'est le Muséum Aquarium de Nancy avec Lucille Gutienne, directrice adjointe et chargée de communication au Muséum Aquarium de Nancy, qui nous parle de l'offre étudiante d'Human, puisque ces acteurs s'investissent aussi pour séduire un public étudiant. Alors, au sein de la métropole du Grand Nancy et de la ville, les musées ont l'habitude, depuis des dizaines d'années maintenant, au moins 15 ans, on va dire, d'accueillir les étudiants 1 à 2 fois par an dans le cadre d'une manifestation qui nous tient vraiment à cœur, qu'on appelle la Museum Trip, et qui est une soirée destinée exclusivement aux étudiants et aux étudiantes, qui est gratuite, ils sont les bienvenus, on essaie de créer une atmosphère comme ça un peu festive. Et cette manifestation, d'habitude, a lieu dans le cadre des JACES, c'est-à-dire début avril. Malheureusement, les musées sont fermés. Alors là, on s'est posé la question avec nos collègues, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, chacun a fait ses choix et le choix du Muséum Aquarium est de proposer à des étudiants et des étudiantes de venir une journée au musée. Donc, c'est-à-dire, alors quelques heures, bien évidemment, hein, à peu près 12 étudiants et étudiantes vont être invités, vont passer la journée dans le musée à regarder, à observer, à comprendre comment ça fonctionne. Et en parallèle, on va leur donner les clés de nos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils auront les codes et ce sera eux qui seront les community managers d'une journée. C'est un peu une carte libre aux étudiants et aux étudiantes qui découvrent nos métiers, qui découvrent ce qu'on fait et qui puissent donner leur avis et s'exprimer librement dessus. Et comment vous allez choisir ces étudiants? Pour choisir ces étudiants et étudiantes, on va passer par nos réseaux sociaux, on va faire un appel en disant qui est intéressé, puis on fera un tirage au sort tout simplement. L'idée n'est pas du tout de partir sur des personnes qui sont en filière communication, il n'y a pas besoin. L'objectif, c'est juste d'avoir un intérêt par rapport au musée, par rapport aux animaux, peu importe, par rapport à une des thématiques qui est autour du Muséum Aquarium, et de proposer un petit peu une expérience différente à quelques étudiants en tout cas. Vous avez un partenariat avec l'Université de Lorraine, un partenariat quand même plutôt important. Donc, juste pour rappeler un Oui, petit peu, vous intégrez des collections issues des facs, des laboratoires et des grandes écoles du territoire. depuis sa création, le Muséum Aquarium est en lien avec l'université. Ça veut dire que le musée a vu le jour en 1933, ses collections sont plus anciennes, datent du siècle d'avant, et dès le départ, certaines collections étaient acquises par la faculté, comme on l'appelait à l'époque, par l'université. Donc ça veut dire que ce lien entre musée et université, qui est vraiment une particularité locale, est très forte. Et puis au fur et à mesure des années, on a ouvert ce partenariat. Il est également présent au Jardin botanique, hein, et puis au musée de l'histoire du fer.
Alors, il prend différentes formes, mais notamment la présence dans chacun de ces établissements d'un directeur scientifique qui est un enseignant de l'université, un maître de conférence spécialisé dans une des disciplines, et puis qui est là pour nous accompagner, tant en termes de médiation, d'exposition, de donner son avis, de partager son savoir. Donc ça, c'est déjà un lien très fort qu'on a avec l'université. Et puis la métropole du Grand Nancy a voulu aller un peu plus loin en direction de l'université en proposant depuis le mois de décembre dernier une gratuité totale pour l'ensemble des étudiants, et cela peu importe leur âge. Donc ça montre un petit peu aussi le lien qui existe entre nos deux collectivités et l'envie de faire venir de façon plus large les étudiants et les étudiantes dans nos établissements culturels. Je voulais vous demander si les étudiants, peut-être une relation particulière entre vous, comment vous voyez la chose, et les étudiants dans vos musées. Les musées se doivent, hein, c'est ainsi que ça apparaît dans la législation des musées, se doivent être ouverts à tous et toutes. C'est vraiment un de nos objectifs. Alors, selon nos établissements, on cible des publics un petit peu différents. Le musée de l'histoire du fer est plutôt sur une cible familiale, donc enfants, parents, alors que le muséum aquarium est également tourné vers ce public étudiant. Donc, ça va être des étudiants qui vont être présents parce qu'on accueille des stagiaires, parce qu'on travaille avec différentes filières universitaires qui vont réaliser certains projets en lien direct avec nos établissements. Et bien évidemment, on fait des manifestations spécifiques pour les accueillir. Alors, c'est le cas de la nocturne étudiante qu'on réalise notamment au mois d'avril, parfois en septembre. Et on essaye aussi, dans le cadre d'événementiels, d'être tourné vers des jeunes urbains. Alors, ça veut dire que là, ce ne sera pas forcément des étudiants, mais ce sera des jeunes qui seront attirés par les thématiques que l'on va mettre en place. Alors, ils peuvent travailler, ou ils peuvent être étudiants, finalement, peu importe. Lucille Gutienne, directrice adjointe chargée de communication au Muséum Aquarium de Nancy, qui nous parlait de l'offre étudiante du musée Aquarium. Pour autant, malgré une offre très riche auprès d'étudiants, sont-ils toujours au rendez-vous? Y a-t-il encore des freins qui bloquent les étudiants à la pratique culturelle ou à l'ouverture culturelle? On va justement aborder cette thématique avec nos 4 interlocuteurs. Et pour commencer, je vous propose un micro-trottoir qui a été fait auprès d'étudiants. Donc, nous avons Amandine qui a fait une licence d'art plastique à Metz, qui est en M1 à l'INSPE. Thibaut qui est en licence 2 sciences de la vie au campus Brideau à Metz. Et Caroline, étudiante en licence 3 professionnelle entrepreneuriat et management. 3 parcours qui sont très différents. Quelles sont leurs pratiques culturelles? Qu'est-ce qui les freine? Voici leurs réponses. Alors, quand j'étais en première année, j'ai participé aux 48 heures du cours pour faire soit un court-métrage, soit une pièce de théâtre en 48 heures à l'espace Bernard-Marie Coltès. Quand j'étais en L2, j'ai participé à un concert à la MDE de Maxence et de VSO. Et quand j'étais cette année, j'ai participé à l'atelier céramique. J'ai vu dans les mails étudiants, il y a beaucoup des fois de mails qui passent ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun événement j'ai pu participer ou j'ai participé. Parfois, j'ai participé, mais alors ça remonte à quelques années, à par exemple, des ateliers qui avaient été mis en place, mais c'est tout. Alors, pour les 48 heures du cours, c'est des amis qui m'ont demandé de participer avec eux parce qu'il fallait un groupe. Donc, j'aurais peut-être pas participé toute seule, mais elles m'ont amenée dedans. Pour l'atelier céramique, ça faisait super longtemps que je voulais faire de la céramique, donc ça m'a permis de enfin en faire une première fois. Puis c'était gratuit. Le concert, en fait, c'est Maxence, c'était une personnalité que je suivais à l'époque, donc j'ai vu qu'il passait à la maison d'étudiants, j'ai tout de suite pris des tickets, quoi. Il y a surtout principalement le fait de ne pas avoir le temps, c'est surtout par rapport au créneau où il y a certaines interventions qui sont placées, où en fait, littéralement, ça empiétait sur mon emploi du temps au niveau des cours où j'avais quelque chose de prévu. Et le deuxième point, en fait, c'est surtout que c'est des interventions qui m'intéressent, qui n'est pas dans mon centre d'intérêt, en fait. Soit j'étais pas au courant que ces événements avaient lieu, soit ça tombait pendant les cours, alors je pouvais pas y aller. Alors moi, comme j'ai fait des études en art plastique, je trouve qu'il manque un espace d'expression pour les étudiants, mais pas que ceux qui sont en art plastique du coup, mais tous les étudiants qui puissent exposer leur travail ou voilà, que ce soit vu des autres. Je dirais presque tout est la bienvenue parce que le campus Bridoux, il est un peu isolé. Et au campus Bridoux, en fait, il y a pas beaucoup d'événements en fait qu'on peut participer si on est sur place. Ils nous emmenaient dans un musée connu, genre on a une participation financière et on va tout un bus à une exposition qui a lieu par exemple à Paris et auquel on n'a pas accès ici, quoi.
Marie-Christine Bordeaux, vice-présidente culture et culture scientifique à l'Université de Grenoble et coprésidente de l'association Art Université Culture. Vous vouliez réagir justement à ces témoignages d'étudiants? Oui, je trouve qu'il reflète bien la réalité, c'est-à-dire les participations actives ne sont pas les plus fréquentes, hein. Finalement, sur les freins à la pratique culturelle chez les étudiants, il y a une spécificité, hein, dans les universités, parce qu'habituellement, on a tendance à dire qu'il y a trois freins majeurs à la fréquentation et à la pratique de la culture, géographique, économique et socioculturel. Et parfois, on insiste un peu trop sur les aspects socioculturels à l'université en disant que voilà, la massification de l'enseignement supérieur fait que arrive à l'université une partie importante de la jeunesse et qu'il y a des rapports avec la culture assez différents suivant les origines sociales des étudiants. Mais il y a quand même, on est rattrapé par l'économique parce que la part d'étudiants qui est importante, d'étudiants salariés, c'est-à-dire qui financent leurs études ou qui complètent leur bourse, fait que cette dimension économique, elle reprend le pas et beaucoup d'étudiants disent je n'ai pas le temps et on ne peut pas s'en débarrasser comme parfois on pourrait le faire en sociologie en disant c'est une fausse excuse, j'ai pas le temps. Oui, pour beaucoup d'étudiants, on n'a tout simplement pas le temps. Et ces freins-là doivent être identifiés et finalement, ce qui semble manquer aujourd'hui dans les établissements, ce sont les outils statistiques qui permettent de mieux identifier les populations et les problèmes d'accès à la culture. Et du coup, il faut se méfier de la facilité des dispositifs qui sont fondés sur le volontariat. À partir du moment où c'est le volontariat, on peut avoir un coup de chance, c'est-à-dire comme ça, une occasion, une ouverture, une curiosité. Mais la curiosité, ce n'est pas le moteur sur lequel on peut s'appuyer s'agissant de l'ensemble de la population étudiante. Donc, un des défis des services culturels d'université, c'est de ne pas renforcer les inégalités culturelles. Est-ce qu'on sait à l'avance si un événement il va marcher ou est-ce que finalement c'est la loterie quand on organise un événement culturel et où on a le stress jusque 10 minutes avant un événement du est-ce que l'étudiant sera au rendez-vous ou pas? Il y a des choses dont on sait que ça marche. La culture par et pour les étudiants, ça marche. Quand un événement est coporté, co-conçu ou conçu par des étudiants et que nous en sommes, au fond, nous sommes en soutien, hein, nous sécurisons l'événement culturel ou artistique, on sait que ça marche parce qu'il y a le réseautage étudiant qui est extrêmement efficace. Mais pour le reste, dès qu'on est dans des activités de programmation, c'est beaucoup plus difficile. Il me semble qu'on pourrait abolir, non pas le hasard, mais réduire un petit peu cette part de hasard en ayant un appui plus important sur les enseignements. Mais ça voudrait dire que les universités s'inscrivent de manière un peu plus délibérée qu'elles ne le font dans une stratégie d'éducation artistique et culturelle. Et pour moi, ce n'est pas encore gagné. Thomas, Nicolas, Beck et Thomas Guédenet du Crous et Nicolas Beck de l'Université de Lorraine. Est-ce que vous aussi, vous savez à l'avance tel événement va marcher ou pas? Ah, je rejoins ce qui vient d'être dit, hein. C'est clair qu'il y a une part de hasard pour des événements qu'on organise de manière un peu trop descendante des fois, où on offre quelque chose, on offre une possibilité, une opportunité, mais finalement, s'il n'y a pas eu une co-construction avec des étudiants, avec des associations, avec une communauté déjà identifiée, ça risque fortement de planter. Et c'est le cas presque une fois sur deux. Et on ne peut pas se permettre de faire des choses par hasard comme ça. Je donne un exemple de ce qu'on a fait depuis quelques années avec le Crous à Metz, dans le cadre des journées d'ailleurs agriculture de l'enseignement supérieur, avec une scène locale, un événement musical auquel on a associé des étudiants qui s'appelle le Breaking Bam. Voilà, quand les étudiants étaient associés dès la conception du projet, pour la programmation, pour proposer eux-mêmes un certain nombre d'activités dans le cadre d'une soirée qu'ils co-organisent, bah, ça fonctionne. On a eu plusieurs centaines et presque plus d'un millier, je crois, de participants sur les éditions précédentes. Donc, dans ce cadre-là, ça fonctionne. On l'a vu aussi dans un des témoignages, la pratique culturelle, c'est aussi une pratique sociale, dans le fait que le rapport à la culture est lié à notre rapport aux autres. C'est le fait de sortir entre amis, c'est le fait de sortir entre camarades de promo. C'est vraiment ce moteur, ce levier, cette carte à jouer qui nous permettra d'enclencher des dynamiques positives et certainement d'être dans une logique beaucoup plus
beaucoup moins risqué d'un point de vue, voilà, en laissant moins de place au hasard, avec des événements qui risquent de se retrouver avec des salles vides. Est-ce que la communication elle est plus difficile auprès d'étudiants qu'auprès d'autres publics? Nicolas Beck, peut-être? Ouais, je lance le débat. Merci de poser cette question très, très pertinente. C'est vrai que c'est une demande qu'on a souvent, y compris de la part de structures culturelles partenaires, un musée ou un festival ou un opéra qui nous dit tiens, est-ce que l'université peut communiquer vers les étudiants parce qu'on voudrait en voir davantage sur nos sièges. Bon, c'est bien plus compliqué que ça, hein. S'il suffisait d'appuyer sur un bouton, de leur envoyer un mail et ça les ferait venir en masse, bon, ça se saurait depuis longtemps. Nous-mêmes, on le ferait peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Il y a évidemment une communication très fine à mettre en place pour pouvoir cibler le public étudiant, parce que derrière le public étudiant, il y a toute une diversité, hein, et c'est là toute la difficulté, par lieu, par type de catégorie, par la langue, leur langue maternelle, par voilà, la question de l'accessibilité, c'est aussi un point qu'on pourrait aborder. Donc, on ne peut pas se contenter d'une communication simple, unidirectionnelle, voilà, qui ne serait pas quelque chose, là encore, de construit avec les étudiants. Donc, c'est souvent plusieurs facteurs qu'il faut mettre en jeu, mettre en route. Il y a la communication assez classique, les réseaux sociaux, etc. Puis le bouche à oreille, la construction d'un projet avec des étudiants permet aussi beaucoup plus directement d'impacter toute une communauté. Donc c'est avec ça qu'il faut jouer pour être efficace. Thomas Gadenet, pour le Crous, pour compléter? Oui, mais je voulais intervenir, mais Nicolas a bien précisé les choses. Évidemment, sur un public étudiant, on a des facilités à communiquer auprès des étudiants, mais ça ne veut pas dire qu'on a un impact plus efficace que pour avoir d'autres structures. La question, c'est comment les faire venir. Est-ce que la communication est suffisante? Est-ce qu'elle ne se noie pas dans une communication plus large? Et tous ces aspects-là. Et sur la question qui a été posée précédemment sur la réussite d'un événement, comme vous dites, est-ce qu'à 10 minutes d'un événement, on ne croise pas les doigts en espérant qu'il y ait du monde? Je pense qu'il faut aussi repositionner les enjeux qu'il y a derrière un événement culturel. Parfois, quand on va organiser, je prends l'exemple d'un café-débat, on peut être plus satisfait sur une jauge de 100 personnes, d'en avoir 20 qui viennent et qui participent activement au débat, qui ressortent en étant satisfaits des rencontres et des échanges qu'ils ont pu avoir, que 100 personnes qui sont venues comme ça pour boire un café et qui repartent en n'ayant aucune notion de ce qui a été dit. Donc ça rejoint tous les événements culturels portés par différentes structures. Et je pense que vis-à-vis du public étudiant, c'est important aussi d'intégrer le fait que l'offre culturelle ne doit pas s'estimer que sur la question de la fréquentation en termes de quantité, mais aussi sur la fréquentation et l'utilité en termes de qualité des offres qui sont proposées. Claire Anthony, c'est le moment où je vais poser des questions un petit peu casse-pied, mais est-ce que l'offre culturelle proposée par les universités ou par le Crous, elle est en concurrence avec les grandes plateformes qui proposent des biens culturels faciles à consommer, type Netflix, Spotify, Deezer? Est-ce que cette mise en concurrence, elle est palpable ou complètement hors sujet? Non, je ne parlerai pas de concurrence, mais de complémentarité. C'est vrai que ces plateformes apportent la possibilité d'accéder à une offre culturelle à tout moment, ce qui peut être un atout, et sans aucune contrainte géographique, deuxième atout. Mais toute l'interactivité me semble tout aussi importante. Et c'est justement l'intérêt de cette action culturelle sur les campus. C'est aussi cette rencontre, cette source d'émotion en fait entre un étudiant et une œuvre d'art ou un échange avec un artiste. Donc je parlerai plutôt de complémentarité. Thomas Gadenet, pour compléter. Oui, sur cette question-là, moi je la tournerai différemment. Nous ne faisons pas concurrence aux grosses plateformes. C'est juste que les grosses plateformes aujourd'hui et Internet de manière générale apportent beaucoup de choses au public et à tous les publics. Hein. Ce n'est pas juste une question de public étudiant, c'est plus une question générationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étudiant va peut-être rechercher, ou le public va rechercher l'exclusivité. Il a des facilités à découvrir des films, à découvrir des propositions musicales, à découvrir des ressources culturelles à travers Internet notamment. Donc aujourd'hui, dans la programmation qu'on propose, dans les dispositifs qu'on met en place,
on doit pouvoir lui proposer quelque chose qui lui correspond et qui vient effectivement s'inscrire en complémentarité. Ce n'est pas toujours évident parce que le champ des possibles a été très très élargi avec Internet ces dernières années. Lucille Gutienne du musée Aquarium de Nancy va dans ce sens aussi sur l'aspect exclusivité d'un événement pour des étudiants. Alors, le public étudiant est un public qui nous semble important, qu'on a envie de toucher, mais on ne sait pas toujours vraiment comment s'y prendre. Donc, on essaie différentes choses. Première action qui semble évidente, on sait que l'aspect financier peut vraiment être quelque chose de limitant pour la venue, pour ce public étudiant. Donc, la métropole a donc mis en place cette gratuité pour les moins de 26 ans et pour les étudiants. Ça, c'est un premier point, un premier axe. Mais ce n'est pas pour ça que ça crée l'envie de venir. Ce qui est compliqué, c'est de considérer le public étudiant comme un public qui est unitaire, ça veut dire comme un seul public. Caractéristiques du public étudiant sont forcément qu'il fait des études, mais à part ça, ça peut être dans des domaines très divers, dans des niveaux d'études très diversifiés, avec des envies différentes. Donc, ce n'est pas forcément évident de proposer une offre culturelle qui va forcément convenir exactement à ce public-là. Les événements qu'on réalise qui sont exclusivement faits pour ce public étudiant fonctionnent avec l'idée que c'est un événement qui est réservé. Donc là, ça marche plutôt bien. Voilà. Est-ce que c'est juste une histoire de tarif, un événement qui marcherait moins? Est-ce que la question tarifaire du bien culturel, elle est centrale pour les étudiants? Peut-être Marie-Christine Bordeaux? Oui, la question économique et tarifaire, elle est centrale parce que la majorité des étudiants vit avec des revenus extrêmement limités. Mais les gratuités d'accès qui sont proposées par les structures culturelles, tout ce que les universités mettent en place et qui en général est gratuit ou d'accès extrêmement aisé, réduisent en grande partie ce problème économique. Ce que je disais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème économique, on va le retrouver autrement, c'est-à-dire sur le temps disponible pour la culture. Et là, il est autrement plus grave et plus sournois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas grand-chose sur ce phénomène-là, qui est un phénomène de paupérisation de la population étudiante et même parfois de grande pauvreté de la population étudiante qui va être dans une espèce de survie, enfin une survie d'études et une survie économique en même temps. Et là-dessus, on n'a pas beaucoup de moyens, sauf à changer les formats et à changer aussi de mentalité. Parce que le problème, quand on travaille dans la culture, je pense que mes collègues ne diront pas autrement, c'est qu'on a en arrière-plan, toujours, et de manière inconsciente, en tout cas pas toujours très conscientisée, le modèle du bon comportement culturel. Qu'est-ce que c'est le bon comportement culturel? Eh bien, c'est le goût pour une culture plutôt élevée ou pour un grand éclectisme culturel. C'est une attitude faite de curiosité, d'ouverture, etc. Or, pour un certain nombre d'étudiants, ça ne marche pas comme ça. Ils n'ont pas ces bons comportements culturels, en tout cas ceux que l'on peut considérer comme bons, et il faut faire des offres qui ne correspondent pas à notre culture professionnelle. Par exemple, ce qui a très bien marché pendant la crise Covid, c'est ce que j'appellerais des ateliers capsules, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on propose des activités sur un certain temps, voilà, des ateliers qui ont 10 séances, etc., des activités où on cherche un approfondissement des pratiques, où on va chercher une meilleure qualité. Et là, l'urgence était telle, l'isolement, la solitude des étudiants était telle qu'on a proposé des ateliers capsules de découverte. Vous venez un samedi après-midi, ça dure 3 heures et vous n'êtes engagé strictement à rien. Et là, on a découvert un public différent du public que l'on touche habituellement. Pas parce que c'est un public qui a envie de papillonner, qui n'a pas envie de s'intégrer, qui n'a pas envie d'approfondir, mais tout simplement parce que ça correspond au temps disponible et ça correspondait aussi au moment disponible dans la semaine. Et ça, c'est une leçon que l'on va retenir pour la suite. Il faut varier les formats et peut-être être aussi à l'écoute de cette disponibilité réduite d'une partie de la population étudiante. Le temps file, nous allons devoir passer à la partie suivante de cette table ronde, cette dernière partie, les dispositifs d'accompagnement des initiatives étudiantes. Comment Crous, Université, DRAC et AUC sont des acteurs de soutien des initiatives qui sont cette fois-ci portées par les étudiants. Et on va commencer par les différents concours, notamment organisés par le Crous à destination d'étudiants, théâtre, photo et écriture. Comment ça marche? Quels en sont les objectifs, Thomas Guedenet, pour le Crous?
Oui, alors les concours de création étudiante des Crous existent depuis plus de 30 ans. Ils sont organisés par maintenant les 26 Crous de France, d'octobre à mai. Ils sont ouverts à tous les étudiants, quelle que soit leur filière d'enseignement. Ils sont coportés par les Crous et le CNUS, et ils permettent aux étudiants d'acquérir une récompense et des valorisations suite à la création qu'ils ont proposée. Donc chaque année, le CNUS et les Crous organisent ces concours nationaux dans 7 catégories. Il y a 4 concours à thème, un concours de nouvelles, un concours de photos, un concours sur les films courts et un concours de bande dessinée. Et à ces 4 concours s'ajoutent 3 concours dits tremplins, qui sont le concours de musique étudiante Pulsation, le concours de danse qui s'appelle Danse avec ton Crous et le concours de théâtre. Ces concours sont réservés aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur français, mais ils ne sont pas réservés qu'aux étudiants en art et en pratique artistique. Bien au contraire, ils sont ouverts à tous les étudiants. Pour cela, les étudiants intéressés, ils ont une démarche à faire, tout simplement avec un formulaire qui est à remplir sur le site national étudiant.gouv. Et ensuite, les étudiants se rapprochent des Crous de leur académie pour préciser leur candidature. Il y a un fonctionnement... Est-ce que ça peut susciter des vocations? Alors oui, puisqu'il y a 2 types de profils. Comme je l'ai expliqué, il y a des profils d'étudiants plutôt déjà inscrits dans des pratiques artistiques, mais on a aussi des étudiants qui ont plutôt des parcours pédagogiques, scientifiques, littéraires ou autres, et qui, par envie, par passion, ou pour reprendre une activité qu'ils avaient avant de rentrer dans l'enseignement supérieur, continuent leur pratique, et les concours vont leur permettre comme ça d'avancer, d'être confirmés dans la qualité des propositions artistiques qu'ils ont développées, et finalement, du coup, de se lancer un peu plus loin ensuite vers une forme de professionnalisation. Il faut savoir que chaque concours au niveau national est porté par un Crous, il y a 7 Crous porteurs qui organisent une finale avec, lors de la finale, des jurys professionnels. Les lauréats de chaque concours vont avoir une dotation financière, mais ils vont aussi avoir la possibilité de montrer leur travail lors de grands événements nationaux. Pour n'en citer qu'un, qui est celui du théâtre, puisque le Crous Lorraine porte la finale de théâtre, les lauréats peuvent aller au Festival d'Avignon et ont des représentations lors du Festival d'Avignon. Ils ont aussi accès à un parcours de spectateurs et rencontrent des professionnels. Donc c'est vraiment une opportunité aussi d'approfondir leur démarche artistique et professionnelle à l'occasion de ces concours. Et le public est au rendez-vous sur ces finales? Est-ce que les étudiants se déplacent sur les concours de leurs compères? Alors, ça dépend des finales, des concours. On a différents freins, mais on a différentes réussites, bien évidemment, sur les finales que l'on peut proposer dans les différents domaines. Alors déjà, il faut savoir que la qualité est au rendez-vous. C'est assez surprenant, vraiment, de voir la qualité du travail, et même les jurys professionnels nous le répètent chaque année, la qualité qui est proposée par les étudiants. Le public est au rendez-vous. Alors parfois, c'est un peu plus difficile en fonction du calendrier. Par exemple, sur la finale de théâtre, nous, on est sur un calendrier d'organisation de la finale qui est fin mai, donc qui arrive tout juste en fin d'année universitaire. Néanmoins, c'est aussi une période propice pour aller sur la découverte de ce type de pratique. Pour illustrer ces concours, vous avez une vidéo à nous proposer. Je vous laisse la présenter. Oui, c'est une petite vidéo qu'on diffuse au niveau national qui a été réalisée il y a 2 ans auprès des lauréats qui avaient été rassemblés à Paris, parce qu'évidemment, à l'issue des finales, on organise avec le CNUS au niveau national un temps de valorisation et de rencontre avec les lauréats. Et donc à cette occasion, après remise des prix, des petites interviews ont été menées auprès des étudiants. Je vous laisse la regarder. Alors déjà, c'est le thème, la rue, ça m'inspirait. Je trouvais que c'était un bon prétexte pour expérimenter. Ça peut être un tremplin, ça peut permettre de voir un peu comment marchent certains théâtres, les grosses machines. Et voilà, c'est intéressant quand on n'a pas d'expérience en théâtre de voir comment fonctionne ce genre de choses tout simplement. En fait, c'était un peu un heureux hasard parce qu'au même moment, avec des amis dans ma classe, on était en train de faire un fanzine où le thème c'était rue. Et on a vu le sujet du concours et du coup on s'est dit on participe tous en même temps. On a choisi comme thème la rue, c'était un thème qui nous intéressait et du coup ça coïncidait parfaitement avec le thème du concours Crous.
On avait joué à un spectacle quand on était à Mayotte et quand on arrive, on voulait jouer mais on n'avait pas trop la possibilité de jouer. Il y avait les études aussi à côté. Et un jour, je passe dans la rue et je vois cette affiche et je me suis inscrit. J'avais déjà participé une année, ça avait été une bonne expérience. J'avais bien aimé participer à l'exposition des photos par la suite dans toute l'Aquitaine. J'ai été contacté par le Crous de Montpellier qui m'a proposé de m'aider dans mon projet et du coup qui m'a parlé du tremplin musique de rue. Je me suis dit que j'avais rien à perdre à participer à ce concours et en fait à la base j'aime pas trop les concours, surtout dans la danse. Parce que ça correspond pas trop à ma vision de la danse et tout ça. Et en fin de compte, j'étais super contente parce que c'est pas un concours comme j'aurais pu l'imaginer. C'est vraiment un concours de partage où bien sûr il y a quand même un gagnant, mais c'est plus, j'avais plus l'impression que c'est par coup de cœur du jury plutôt que par jugement. Et c'est ça qui est bien. Sur les ondes de Radio Campus Lorraine, mais également sur Twitch. Vous venez de voir la présentation des concours de création étudiante. Ce sont des concours qui, malgré le confinement, ils ont lieu encore, malgré la crise sanitaire? Oui, tout à fait, ils ont lieu, alors avec quelques ajustements qui nous obligent pour certains concours à décaler les calendriers. Il faut savoir qu'assez étonnamment, sur certains domaines, on a beaucoup de propositions cette année sur certaines régions. Peut-être même plus que d'autres années. Autre dispositif, hein, cette fois toujours au sein du Crous, quand on lance une initiative culturelle, c'est le Culture Action. Comment ça marche? Quelles sont les tendances des projets qui sont accompagnés? Alors, le dispositif Culture Action, c'est un dispositif de soutien financier et d'accompagnement au projet étudiant. Alors, il soutient toutes les initiatives dans le champ de la culture, mais aussi de l'engagement, de manière assez générale. Il s'adresse aux étudiants. Alors, que ce soit un étudiant seul, un groupe d'étudiants ou une association, pas besoin d'être en association pour soumettre un projet. Il s'adresse encore une fois à tous les étudiants, quel que soit leur cursus et leur établissement de rattachement. Le Crous Lorraine, bien sûr, va soutenir les projets des étudiants inscrits sur l'Académie Nancy-Metz. Et il permet, par le biais de commissions avec des jurys de professionnels, de soutenir financièrement les projets, alors soit dans la totalité de la demande qui est exprimée, ou partiellement parfois, mais de soutenir financièrement et de conseiller pour l'accompagnement de la réalisation des projets des étudiants. On va passer du côté de l'Université de Lorraine, le Fonds de soutien au développement des initiatives étudiantes, autrement appelé FSDIE. Comment ça marche, Nicolas Beck? Alors, c'est un des dispositifs financés par la CEVEC, hein, la contribution vie étudiante et de campus, un montant que les étudiants versent lors de leur inscription, qui sert en partie à financer l'action culturelle. Donc, il y a évidemment d'autres sources de financement pour ces activités culturelles, mais en tout cas, ce FSDIE est un dispositif de soutien pour les initiatives portées notamment par les associations étudiantes, puisque lorsqu'elles ont envie de monter un projet, alors que ce soit une sortie culturelle dans une promo, que ce soit pour organiser des concerts, visiter un musée ou d'autres types d'actions, elles ont la possibilité donc de déposer un dossier. Donc c'est relativement simple, hein. C'est un dossier avec un budget prévisionnel, un descriptif de l'action, qui passe devant un jury selon le montant du soutien qui est demandé et qui permet d'apporter plusieurs centaines de soutiens chaque année à des actions culturelles par ce biais-là. Alors ça, c'est l'accompagnement financier. Il faut quand même noter qu'il y a évidemment dans les services culturels aussi des gens qui sont là pour accompagner sur la partie plus organisation, logistique, montage de projet, montage de budget, parce que c'est aussi ça notre travail, hein, c'est cet accompagnement-là qui est extrêmement important. C'est pas simplement, on n'est pas juste là pour faire un chèque pour soutenir les actions étudiantes, mais c'est aussi pour les accompagner et les professionnaliser, on va dire, dans ces pratiques-là. Marie-Christine Bordeaux, est-ce que les critères des FSDIE sont les mêmes dans toutes les universités? Alors, il y a une culture commune du travail en FSDIE qui fait que les critères sont très proches. Là où ça diverge un peu, mais c'est normal, hein, c'est depuis la mise en place de la CEVEC, la contribution de vie étudiante et de campus, pour deux raisons. D'abord parce que c'était nouveau et ensuite parce que ça représentait un budget beaucoup plus important
que les FSDIE qui existaient précédemment. Et donc là, je dirais que suivant les sites, il y a des règles communes et puis il y a quelques divergences, et notamment les divergences sont sur le fait que ça doit se passer dans des zones sans aucun contact avec le reste des fondamentaux de l'université, la formation, la recherche ou pas. Donc c'est là qu'on va constater quelques différences, mais d'une manière générale, on peut que se réjouir de ce renforcement des moyens, parce que le FSDIE, c'est un beau dispositif de démocratie culturelle. D'abord parce que ça finance de l'initiative étudiante, c'est-à-dire du projet porté par les étudiants, que les services culturels sont là. Et comme le dit Nicolas, il ne s'agit pas simplement de distribuer de l'argent en disant c'est très bien ce que vous faites. L'idée, c'est d'accompagner et de favoriser des rencontres et de qualifier cette pratique. Et puis enfin, au jury, il y a des représentants étudiants. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare et qu'on ne trouve pas, je dirais, en dehors des universités. On peut même dire, je pense, qu'on trouve des modèles de démocratie culturelle qu'on cherche en vain ailleurs. Nicolas Beck, combien de dossiers passent devant les commissions FSDIE par an? Est-ce qu'on a une idée de l'importance du nombre de projets étudiants qui passent devant l'université? Alors, il n'y a pas que des projets culturels, il y a des projets dans le domaine humanitaire, dans le domaine social, etc. Donc, il n'y a pas que du culturel. Il y a plusieurs centaines de dossiers par an. Bon, évidemment, cette année, c'est quand même un petit peu particulier. Il y a un frein assez évident que je ne vais pas décrire. Donc, sur une année traditionnelle, voilà, on est sur plusieurs centaines de dossiers, avec aussi plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont distribués, qui sont dédiés à ces actions-là. Alors, c'est aussi pour tout ce qui est organisation d'événements de rentrée, etc. Donc, c'est vrai qu'on a, au fil de l'année, 5 à 6 commissions qui se réunissent et qui étudient les dossiers. Donc, c'est quand même des montants conséquents et un fonds de soutien qui permet de développer pas mal de projets. Alors, il y a un autre dispositif qui existe. Les sportifs de très haut niveau connaissent ce dispositif, qui est le statut sportif de haut niveau, mais il existe aussi un statut étudiant artiste de haut niveau. Comment ça marche et comment en faire la demande? Alors, c'est quelque chose qui concerne évidemment les étudiants impliqués dans une pratique artistique et qui sont en voie de professionnalisation, j'allais dire, dans cette pratique artistique. Donc, ceux qui sont déjà dans un investissement personnel très conséquent, qu'on espère pouvoir se conjuguer avec la formation universitaire. Donc, quand on fait des études, bien évidemment, ça prend un certain temps. Quand on fait de la musique, par exemple, ou une autre activité, ça nécessite bien souvent un aménagement d'horaire. La possibilité de changer de groupe, de TP, de TD, etc. Et dans certains cas, on a un aménagement aussi des examens, ou dans certains cas aussi de figure, on a un aménagement des années d'études. Par exemple, on fait 2 années en 3. Ça, c'est quand il y a vraiment une pratique extrêmement intensive, des étudiants qui sont au conservatoire, par exemple. Donc, on a la possibilité de déposer ce type de dossier en début d'année universitaire. Étudiants artistes de haut niveau, donc ça passe devant un jury, un comité culture au niveau de l'université, et ce statut permet donc de renseigner les responsables des filières pour leur dire, bon là il y a un effort qui est demandé pour qu'il y ait un aménagement d'études. Donc c'est un dossier à déposer en ligne qui permet de présenter son projet artistique et ensuite de le déposer devant la commission dont je parle. Et comment on peut évaluer qu'un artiste est de haut niveau ou pas? Sur un sportif, on a des classements, on a des divisions, mais comment ça peut s'adapter sur le volet des artistes? C'est une vaste question qui d'ailleurs nécessite de nombreux débats, parce que c'est vrai que c'est loin d'être évident. Il n'y a pas forcément une reconnaissance comme pour les sportifs, c'est vrai. Donc c'est un jugement qui est fait aussi par rapport à des attestations qui sont fournies, par rapport notamment à des structures extérieures. Je citais les conservatoires qui permettent de donner vraiment de montrer le niveau d'exigence qui est demandé à l'étudiant, et donc de vérifier qu'il est bien dans une pratique extrêmement intensive. Donc ça reste quelque chose d'assez peu évident. C'est quelque chose d'assez récent également, et qui n'est pas d'ailleurs forcément étendu à tous les établissements. Je crois que Marie-Christine a une expérience dans le domaine et qu'elle souhaite la partager. Très rapidement, qu'on puisse parler de la drague juste après.
Oui, en fait, nous avons un guide de l'étudiant artiste qui est prêt, hein, donc Art Université Culture a travaillé sur ce guide avec les universités engagées, avec le ministère de l'Enseignement supérieur également. Ce guide est prêt, il sera prochainement diffusé, il pourra répondre à pas mal de questions là, qui viennent d'être posées. On va passer du côté de la direction régionale des affaires culturelles. Je crois que cette fois-ci, je l'ai bien dit. Claire Anthony, deux dispositifs, Pass Culture et le dispositif entrepreneuriat culturel. Qu'est-ce que c'est? Je crois Oui, que ça aurait été dommage de ne pas parler du Pass Culture, qui était un dispositif qui était annoncé dans les promesses de campagne du candidat Macron et qui a été créé et expérimenté depuis 2018, d'abord dans 5 départements, puis 14. Et depuis janvier 2021, ce dispositif sera généralisé à l'ensemble du territoire français. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? C'est en fait une plateforme géolocalisée avec un compte personnalisé et surtout un crédit de 500 € à l'anniversaire des 18 ans. Donc, c'est une plateforme qui permet d'accéder en fait à l'offre culturelle autour de soi. Ce qui permet à la fois pour l'université d'avoir un nouvel outil de diffusion de l'information et de son offre culturelle, mais pour les étudiants, un nouvel outil d'information de l'offre culturelle autour de soi, là où il est, sur le territoire français. Donc ça, c'est le premier point. Donc progressivement, le Grand Est va être pourvu de cette plateforme. Et puis, les deux autres dispositifs que je voulais aborder, j'ai parlé de la priorité que donnait le ministère de la Culture par rapport à la médiation, à l'éducation artistique et culturelle, mais je voulais également parler d'une autre priorité qui est l'insertion professionnelle des diplômés des filières culturelles et artistiques. Notamment en cette période de crise sanitaire, l'insertion professionnelle est vraiment importante pour nous et nous avons créé depuis 2018 deux dispositifs pour ce public. Tout d'abord, des forums Grand Est entrepreneuriat culturel. Ce sont des forums annuels pour les entrepreneurs culturels. Le prochain forum aura lieu le 4-5 octobre à Nancy. Voilà la petite annonce du jour. Et le deuxième dispositif est un incubateur culturel et artistique dénommé Fluxus, qui est une innovation, une création Grand Est pour accompagner pendant 10 mois des artistes ou professionnels de la culture qui souhaiteraient en faire leur métier et donc développer en fait une entreprise créative. Vous trouverez toutes les informations donc sur fluxus-incubateur.fr. Le prochain appel à projet aura lieu en mai-juin prochain avec une sélection d'une dizaine d'artistes ou entrepreneurs culturels par an. Voilà les trois dispositifs qui me semblent importants et qui vont se développer sur le territoire du Grand Est dans les prochains mois. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça va être la fin de cette table ronde. Je vais vous laisser très rapidement, si jamais on veut retrouver l'ensemble de l'offre culturelle du Crous, Thomas Guédénet, on se rend sur crous-lorraine.fr, j'imagine. Tout à fait, crous-lorraine.fr, onglet culture. Et là, vous trouverez toutes les informations sur les concours au niveau régional et national et aussi sur Culture Action et les commissions qui sont datées, 4 commissions par an. Nicolas Beck, prochaine commission FSDIE. C'est un piège, hein. Je ne connais pas la date. En tout cas, c'est par rapport à la programmation, aussi rendez-vous sur le site de l'université, onglet culture, le programme des journées agriculture, il y a quand même pas mal de choses cette semaine, des visites virtuelles, des expositions, des conférences. Je le mets en lien sur la chaîne Twitch là tout de suite. Marie-Christine Bordeaux, on peut suivre les avancées des travaux de AUC sur un site internet également? Oui, tout à fait. Donc, site internet Art plus Université plus Culture. Ce site est en réflexion. Donc, il va falloir patienter quelques jours pour que vous puissiez y trouver tout ce qu'on doit y trouver. Mais voilà, il est quasiment prêt.
On n'aura pas été exhaustif dans cette table ronde. On aurait pu en parler pendant des heures. Peut-être qu'il y aura une autre table ronde qui s'organisera. C'était quelle place pour la culture dans la vie étudiante? Merci Marie-Christine Bordeaux, vice-présidente culture et culture scientifique à l'Université de Grenoble et coprésidente de l'association Art Université Culture. Claire Anthony, chargée de mission enseignement supérieur et métiers d'art à la DRAC Grand Est. Thomas Guédenet, responsable du service culturel du Crous Lorraine, et Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire de la culture à l'Université de Lorraine, d'avoir participé à cette table ronde. C'est terminé. Merci. Merci à vous. Au Merci revoir. à tous. Merci, bonne journée à tout le Au monde. revoir.